Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, l'émission est consacrée au commerce des armes. Je reçois Marie-Catherine Karamati, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen, oui, en charge de ce dossier. Alors on le rappelle, Amnesty International a été créé en 1961 au Royaume-Uni. Cela fait donc désormais 60 ans maintenant que l'association est mobilisée partout dans le monde pour la défense des droits humains. Un domaine vaste qui concerne beaucoup de sujets. Nous avons choisi aujourd'hui d'évoquer le commerce des armes. Un traité international a été signé sur la question en 2014 pour contrôler et limiter le commerce des armes dites conventionnelles. On ne parle pas ici des armes nucléaires ou chimiques. Que permet, Marie-Catherine Karamati, ce traité ? Alors 2014. Ce traité, c'est le résultat, c'est une grande victoire d'une mobilisation de plusieurs décennies d'ONG, Amnesty et d'autres, pour essayer de réguler le commerce des armes, le commerce légal des armes, c'est-à-dire de vente d'État à État. Donc le principe de ce traité sur le commerce des armes, c'est que tout État qui y adhère s'engage à ne pas exporter d'armes dans un pays où elles risqueraient, conditionnel, d'être utilisées pour des violations des droits humains, qui peuvent être des crimes de guerre, qui peuvent être des maintiens de l'ordre extrêmement violents dans certains pays. Alors 130 pays ont signé ce traité, dont la France et plus récemment la Chine en juillet 2020. C'est donc assez récent. Oui. Dans le camp des pays qui ne l'ont pas signé, on retrouve la Russie, oui, par exemple. Quels sont les intérêts de ces pays à ne pas adhérer à ce traité international ? Bon, l'intérêt, il est que ces pays ne veulent pas rendre des comptes sur leur vente d'armes. Ils considèrent ce type de traité comme une atteinte à leur souveraineté. Bon, c'est le cas des États-Unis qui a signé mais qui n'a pas fait ratifier sa signature par le Congrès. Quelle est la différence entre signer et ratifier ? Alors la signature, donc c'était généralement au moment, quand le traité a été discuté en 2013, c'est une sorte de déclaration d'adhésion au principe. Mais ensuite, il est absolument important pour qu'un pays soit membre, il faut que cette signature soit ratifiée par son Parlement. Donc aux États-Unis, signature mais pas ratification, donc les États-Unis ne sont pas membres. Alors ces armes provoqueraient la mort chaque année en moyenne de 500 000 personnes dans le monde, et ça n'arrive pas que lors des conflits armés. Non, certes. On y pense plutôt principalement, mais les 3/4 des décès causés par les armes interviennent hors conflit. Dans quel autre type de situation, par exemple, ces armes sont-elles utilisées ? Autre situation que conflit armé. Alors je citais tout à l'heure à propos du TCA le problème des répressions de manifestations sanglantes. Donc, où il peut y avoir des équipements de maintien de l'ordre, comme des balles en caoutchouc, des choses comme ça, mais il y a aussi, malheureusement, des tirs à balles réelles ou des utilisations de blindés, etc. Et puis, évidemment, il y a tout le reste des conflits violents qui ne sont pas régulés, et là, c'est le problème des armes qui circulent d'une manière incontrôlée. Notamment, on peut penser en Amérique du Sud aux guerres des gangs. Tout à fait. On peut penser à l'Amérique du Sud, et puis on pense par exemple aux djihadistes de l'EI, qui quand même sont armés de façon très sophistiquée. Où ont-ils trouvé ces armes ? Alors sur les chiffres du commerce des armes maintenant, la France fait partie du top 5 des exportateurs d'armes, en compagnie des États-Unis, de la Russie, devant elle, et de l'Allemagne, puis de la Chine derrière. Un marché d'une valeur de 95 milliards de dollars, c'est un peu l'argent avant les droits humains finalement. Alors vous avez tout à fait raison, c'est le problème de la balance, quoi. C'est d'un côté l'économie, et de l'autre côté quoi ? Eh bien, de l'autre côté, le problème que quand ces armes arrivent dans un État qui les utilise de manière irresponsable, ce sont en grande partie des morts de civils. Dans les conflits, 80% des victimes sont des civils, plus les crises humanitaires que cela implique ensuite de personnes déplacées, etc. Ça veut dire que si on met en balance tout ça, et de l'autre côté les 95 milliards dont vous parlez, eh ben, je pense que, bon... quand on en parle au public sur un stand, c'est évident qu'on sensibilise très très vite la population. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'un pays comme la France, on soit dans le top 5 des exportateurs d'armes ? C'est la technologie ? Oui, il se trouve que depuis déjà très longtemps, on a une technologie très avancée sur la question des armes. Et on a une armée également très très bien équipée. On pense à ce qui se passe au Sahel par exemple. Bon là c'est une autre utilisation des armes bien entendu. Mais du coup on vend des armes et on vend des armes à des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Liban, qui ne sont pas des exportations acceptables. Il n'y a pas de contrôle
de cette vente d'armes qui existe? Le contrôle, ça serait le contrôle du traité sur le commerce des armes dont la France est membre. Mais sinon, ce qu'on peut dire, c'est qu'une usine d'armement ne va pas vendre des armes ou signer un contrat. Il y a toujours une licence d'exportation qui vient du gouvernement. Et en l'occurrence, après un conseil interministériel, le Premier ministre prend sa décision. Et le contrôle qui manque, c'est le contrôle du Parlement. Et en France, il n'y a pas de contrôle du Parlement. Et donc, selon vous, le Parlement devrait avoir son mot à dire sur ces exportations? C'est un des axes de notre campagne actuelle à Amnesty, tout à fait. Alors, l'Arabie Saoudite est aujourd'hui le premier pays importateur d'armes devant l'Inde. Alors, le pays est impliqué dans la guerre civile yéménite, on le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, Amnesty International est particulièrement inquiet de cette situation-là? C'est un des centres de notre action, le problème des ventes d'armes en Arabie Saoudite et du conflit au Yémen. Et il se trouve que le 25 mars, c'est le 6e anniversaire du déclenchement de cette guerre, donc c'est-à-dire de la guerre de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis contre des rebelles du nord du Yémen, les rebelles houthistes. Et en fait, c'est une guerre qui n'a pas terminé. Il y a toujours des combats intensifs. Et il faut savoir que c'est une guerre particulièrement meurtrière, c'est-à-dire des bombardements d'écoles, de marchés, de mosquées, d'hôpitaux, donc dont les civils sont les principales victimes. Actuellement, un tiers de la population yéménite risque d'être en situation de famine dans les mois qui viennent. Voilà le bilan, donc. Donc, Amnesty International inquiet de la situation. Extrêmement, et demande évidemment l'arrêt de ces exportations. Alors, comment les armes vendues par les grandes entreprises, notamment, je pense aux entreprises françaises, se retrouvent ensuite, ou peuvent se retrouver, entre les mains de groupes obscurs, parfois terroristes, même des fois? À quel moment on perd le contrôle, finalement, de ces armes? Alors là, ça m'est très difficile de vous répondre, parce que Amnesty, ça n'est pas dans la compétence d'Amnesty de mener une expertise là-dessus. C'est plutôt des organismes de renseignement, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez donné le chiffre de 95 milliards de dollars pour le commerce légal. C'est forcément une estimation. Une estimation, mais que c'est plus de 10 fois plus pour le trafic d'armes. Donc il y a évidemment des organisations, des organismes qui se penchent sur ce problème-là. Nous le dénonçons, mais nous ne pouvons pas vous donner de réponse sur la manière dont ça se passe. Il y a eu très récemment d'anciens militaires français impliqués dans des ventes d'armes qu'ils avaient donc détournées d'une façon ou d'une autre, des tonnes d'armes qu'ils ont vendues à des trafiquants. Donc c'est un exemple parmi énormément d'autres. En tout cas, Amnesty International est une ONG qui mène un travail d'enquête sur ce commerce, en fournissant des chiffres, notamment cela permet de déjà mieux se rendre compte de la situation. Aujourd'hui, 7 ans après la signature donc, du traité dont nous avons parlé sur le commerce des armes, pourtant le commerce des armes, finalement, on se rend compte qu'il s'accroît toujours plus. Oui. Alors que demande Amnesty International? Alors Amnesty demande évidemment qu'un maximum de pays adhèrent au traité, y compris après coup, comme la Chine, on en est tout à fait satisfait. Mais Amnesty demande aussi que ce traité soit respecté. Donc, comment faire? C'est bien difficile. Nous menons une action en France en ce moment, notamment auprès des députés, pour qu'ils aient un contrôle. Il y a de plus en plus de députés mobilisés là-dessus. Nous sensibilisons l'opinion publique pour qu'elle fasse pression, parce que c'est toujours très très important, et c'est ce genre d'action qui peut déjà permettre sur le plan du commerce légal d'obtenir un progrès. Mais c'est effectivement un problème absolument considérable à cause de l'élément économique que vous avez signalé tout à l'heure. Alors cette campagne de sensibilisation, comment elle se concrétise? Quelles sont les actions menées? Alors, donc elle se concrétise particulièrement en France, et donc avec Amnesty France. Elle se bat comme toujours, on agit à plusieurs niveaux. On écrit au président Macron pour lui demander l'arrêt de certaines ventes d'armes, mais aussi d'accepter le contrôle du Parlement. Et on essaye aussi, chaque groupe, localement, de mobiliser ses députés. Et on a certaines réponses positives qui nous encouragent. Et on sensibilise l'opinion publique, comme aujourd'hui à ce micro, où on va faire une distribution de flyers sur des marchés pour essayer de sensibiliser l'opinion publique. C'est comme ça qu'on travaille toujours. C'est un travail de fourmi. Il y a aussi la pétition. Et il y a la pétition qui est disponible, je le rappelle, sur le site d'Amnesty International et qui est intitulée Vente d'armes, stop à la complicité de la France. En tout cas, merci beaucoup Marie-Catherine Karamati d'avoir été avec nous au micro de Radio Sensation. Merci beaucoup à vous.
Et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission, soit en podcast audio, soit en podcast vidéo, sur notre site ou bien sur notre application Radio Sensation.